Les funérailles ont eu lieu il y a 9 jours. Les fleurs envoyées par les gens meurent encore dans des vases autour de cette maison. Et je suis assise à ma table de cuisine, fixant des relevés financiers qui expliquent la vie de mon mari plus honnêtement qu'il ne l'a jamais fait. Je ne pleure pas, je ne tiens pas sa photographie, je suis assise ici avec une calculatrice, un bloc-notes, et 4 ans de dossier d'une entreprise que Whitmore a hérité, et qu'il a tranquillement mené à la ruine pendant que je dormais à ses côtés. Croyant que nous vivions toujours le même mariage. La dette est réelle. Je l'ai découverte 3 jours après l'avoir enterrée. Non pas parce que quelqu'un m'avait prévenu, mais parce que je suis le genre de femme qui ouvre les tiroirs que les autres laissent fermer. J'ai toujours été ainsi. Cet instinct a permis à Facility Solutions de passer d'un contrat de conciergerie en 2001 à une entreprise de services commerciaux gérant des propriétés dans 3 comtés, non pas grâce à des relations, non pas grâce à un héritage, mais grâce à un travail que les gens considéraient comme indigne d'eux et que je considérais comme fiable. Je m'appelle Elohen Puy. J'ai 53 ans. J'ai négocié des contrats, signé des salaires, géré des équipes, survécu à des récessions, et géré toutes les difficultés que cette vie a placées devant moi sans m'effondrer publiquement. J'avais l'intention de gérer ça aussi. Les chiffres étalés sur ma table de cuisine étaient dévastateurs. L'entreprise héritée de Whitmore portait des créances actives, des litiges avec des fournisseurs remontant à près de 2 ans, des défauts de financement d'équipement, une exposition fiscale. Il a apparemment essayé de gérer par le biais de prolongations et de paiements partiels, et 2 propriétés avec des privilèges attachés. Ce qui était pire, c'était la façon dont il avait soigneusement tout séparé. L'entreprise de Whitmore fonctionnait indépendamment de la mienne depuis le début de notre mariage. Des comptables différents, des systèmes de paie différents, des banques d'exploitation différentes. Son père l'avait structuré ainsi des années avant que j'entre dans la famille parce que les White traitaient cette entreprise comme une propriété de lignée sanguine, non comme une infrastructure conjugale partagée. Je gérais puis Facility Solutions. Whitmore gérait Whitmore Industrial Holdings. Nous discutions des performances générales lors des dîners et des vacances, comme le font les propriétaires d'entreprises mariées, mais je n'étais jamais dans ses livres quotidiens à moins qu'il ne m'y invite. Et au fil des ans, il a cessé de m'y inviter du tout. En y repensant maintenant, je peux voir la progression clairement. De petits commentaires sur des retards de paiement des fournisseurs, de la frustration face aux réévaluations fiscales. Des coûts de remplacement d'équipement, disait-il, étaient des revers temporaires. Chaque explication était crédible en soi. Rien d'assez dramatique individuellement pour justifier que je me force à entrer dans les opérations internes d'une autre entreprise alors que je gérais déjà 31 employés et mes propres contrats municipaux. C'est ainsi qu'il l'a caché. Non par génie, mais par séparation, orgueil et des années de confiance conjugale accumulées. Certains des transferts transitaient par des comptes que Whitmore contrôlait séparément de notre structure de gestion du ménage. C'est ainsi qu'il a caché l'ampleur de tout cela aussi longtemps. Les entreprises héritées créent des angles morts au sein des mariages lorsqu'un conjoint gère les opérations indépendamment et que l'autre est occupé à construire une entreprise entièrement distincte. J'ai passé la majeure partie de la nuit dernière à tout organiser en un chiffre final que je pouvais me forcer à regarder directement. Ce chiffre a changé l'atmosphère de la pièce. Je suis resté avec lui jusqu'à quelque temps après 2 heures du matin. Puis j'ai pris une décision comme je prends toutes les décisions. Sérieuse, tranquillement, sans annonce, sans performance. Je le couvrirai. Utiliser les réserves de mon entreprise si nécessaire. Restructurer ce qui pouvait être restructuré. Absorber ce qui ne pouvait pas. Passer les prochaines années à nettoyer ce que Whitmore avait laissé derrière lui. Ce n'était pas juste.
C'était simplement ce qui était devant moi. C'est le genre de femme que ma mère a élevée. On ne fuit pas la responsabilité parce qu'elle porte le nom de quelqu'un d'autre. Le mariage n'était pas parfait. Je veux être honnête à ce sujet sans devenir théâtral. Il y avait entre nous des silences qui duraient trop longtemps. Des voyages sur lesquels j'ai finalement cessé de poser des questions parce que les réponses devenaient plus minces chaque année. Une version de Whitmore qui a commencé à dériver vers la 11e année. Assez subtile. Au début pour que je me dise que c'était la pression des affaires, l'âge, l'épuisement. Je croyais que le mariage était toujours réel même quand il devenait difficile. Je croyais que nous étions le genre de personnes qui géraient les choses en privé et restaient. Même maintenant, assise à cette table entourée de son désastre financier, j'avais déjà décidé de rester. Cette décision me semblait réglée ce matin. J'ai versé ma 2e tasse de café, pris mon bloc-notes, et commencé à esquisser une structure de remboursement qui redirigerait tout ce que j'avais bâti vers la réparation de tout ce que Whitmore avait brisé. Puis j'ai entendu une voiture tourner dans l'allée. Je n'attendais personne. C'était mardi. Clarisse du Nord était déjà passée jeudi dernier avec assez de casseroles pour nourrir une assemblée d'église. Oswald Muse et moi n'étions pas censés parler avant jeudi après-midi. J'ai posé mon stylo. Le véhicule dehors ne me semblait pas familier. Le moteur est resté en marche un instant trop longtemps avant de s'arrêter. Le bruit de quelqu'un assis dans une voiture garée, se préparant à ce qui allait suivre. Je me suis levé lentement de la table. Si vous avez trouvé cette histoire, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous la regardez. J'adorerais savoir jusqu'où elle a voyagé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai regardé à travers la vitre. Il y avait une femme debout dans mon allée, un enfant à côté d'elle, et une plaque d'immatriculation que je n'ai pas reconnue avant de me concentrer dessus correctement. Ohio. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas à quoi je m'attendais exactement, mais pas à ça. Pas à une femme debout dans mon allée à 10h40 un mardi matin, l'air d'avoir un rendez-vous. Composé, vêtue avec soin d'un manteau portefeuille sombre, les cheveux attachés, la posture droite. Le genre de composure qui demande de la préparation. Le genre que vous pratiquez devant un miroir avant de parcourir 400 miles pour frapper à la porte de quelqu'un. L'enfant se tenait à côté d'elle, un garçon, petit pour ce que je devinais être environ 6 ans. Il tenait sa main, mais regardait au-delà d'elle. Me regardant directement avec des yeux qui ont arrêté ma respiration dans ma poitrine avant que je ne puisse l'arrêter moi-même. Les yeux de Whitmore, la forme exacte, le calme exact en eux. J'ai tenu la porte et n'ai rien dit. La femme a parlé la première. Sa voix était posée, mesurée. Elle avait répété ça. Aussi. Je m'appelle Essie Collier. J'étais la femme de Whitmore. Voici notre fils Télin. Pas sa petite amie, pas sa compagne, pas la mère de son enfant, sa femme. Elle l'a dit. La façon dont une femme dit quelque chose qu'elle a tout à fait le droit de dire. Aucune excuse. Aucune agressivité non plus. Juste un simple fait déclaratif livré sur mon perron comme un courrier certifié. Je l'ai regardé, puis le garçon, puis le dossier glissé sous son bras gauche, épais. Organisé, le genre de dossier qu'on construit avec le temps. Elle n'était pas venue ici en deuil. Elle était venue ici préparée. Le silence entre nous s'est étiré pendant 4 secondes. Je les ai comptés sans le vouloir. Vous feriez mieux d'entrer, ai-je dit. Non pas parce que je voulais qu'elle entre chez moi, mais parce que j'avais besoin de voir ce qu'il y avait dans ce dossier. Parce qu'une femme qui arrive de l'Ohio avec un enfant préparé et un dossier préparé. Le 9e jour après des funérailles n'est pas une femme qu'on repousse de sa porte.
On la laisse entrer. On s'assied en face d'elle et on écoute chaque mot qu'elle dit. Elle est entrée sans hésitation. Stellin a suivi. Il a regardé la pièce d'entrée comme les enfants le font, faisant l'inventaire, sans juger. Ses yeux ont balayé les meubles, les photographies sur la table d'appoint, puis se sont arrêtés sur l'une d'elles. Une photographie encadrée de Whitmore datant d'il y a 3 ans, prise lors d'un événement d'entreprise. Le garçon a regardé cette photographie un instant de plus que tout le reste. J'ai fermé la porte d'entrée. Essie se dirigeait déjà vers le salon comme si elle savait où il se trouvait ou comme si elle avait décidé qu'hésiter lui coûterait quelque chose. Elle a choisi la chaise en face du canapé, pas le canapé. La chaise, ce qui la mettait face à la pièce, dos au mur. Elle avait réfléchi à l'endroit où s'asseoir avant d'arriver. J'ai remarqué que je me suis assise sur le canapé. Stellin s'est assis à côté de sa mère, toujours silencieux, toujours vigilant. De près, la ressemblance était pire. La mâchoire, la façon dont il tenait ses épaules. Il n'y avait aucune ambiguïté quant à la parenté de cet enfant, et nous le savions toutes les deux, et aucune de nous ne l'a dit. Essie a posé le dossier sur la table basse entre nous. Elle ne l'a pas encore ouvert. Je sais que ce n'est pas facile, a-t-elle dit. Mais Stellin est le fils de Whitmore, et nous avons des droits. Le mot droit a eu un écho différent de femme. Femme était une affirmation la concernant. Droit était une affirmation concernant tout. J'ai regardé le dossier, puis son visage, puis le garçon qui avait les yeux de son père et aucune idée de ce dans quoi sa mère venait de le plonger. J'ai dit, montrez-moi ce que vous avez apporté. Essie a ouvert le dossier comme si elle l'avait déjà fait. Peut-être devant un miroir, peut-être devant un avocat. Les mouvements étaient trop répétés pour être du chagrin et trop prudents pour être de la colère. Elle a posé la première photographie sur la table basse entre nous. Whitmore, plus jeune, peut-être 42, 43 ans, debout. Devant une maison que je ne reconnaissais pas. Son bras autour de Essie, tous deux regardant l'appareil photo avec l'aisance de personnes qui avaient cessé de faire semblant pour les photographies il y a des années. Derrière eux, un Porsche. Avec des plantes suspendues et un paillasson de bienvenue. Elle en a posé une seconde, puis une troisième, une photo de cérémonie. Whitmore dans un costume sombre que je n'avais jamais vu. Essie en ivoire. Stellin n'était pas sur ces photographies. Celle-ci le précédait, une petite réunion, l'arrière-cour de quelqu'un, des chaises pliantes et des fleurs, et un homme officiant à partir de ce qui ressemblait à une page imprimée. Elle a placé le programme de la cérémonie à côté des photographies, du papier crème plié, leurs deux noms imprimés sur le devant, puis les lettres, 4 d'entre elles. L'écriture de Whitmore. Je la reconnaîtrais n'importe où. La façon dont il appuyait fort sur chaque trait descendant. Les enveloppes étaient adressées à Essie à une adresse. En Ohio. Je ne les ai pas lues. Je n'en avais pas besoin. L'écriture suffisait. Stellin était assis à côté de sa mère pendant tout ce temps, sans remuer, sans poser de questions, me regardant comme un enfant regarde un adulte quand on lui a dit que cette rencontre était importante sans lui dire pourquoi. J'ai regardé tout ce qui se trouvait sur cette table. Puis j'ai regardé Essie. Il t'a parlé de moi, ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. C'était sa propre réponse avant même que les mots ne viennent. Il a dit que tu étais celle qu'il ne pouvait pas quitter. Sa voix était posée, même ici. Non pas parce qu'il t'aimait, mais parce que te quitter lui aurait coûté trop cher. L'entreprise, le nom de la famille. Il a dit que tu étais difficile, que tu t'étais éloigné émotionnellement de lui pendant des années, que le mariage était terminé en tout sauf pour les papiers depuis longtemps. Elle l'a dit clairement, sans cruauté dans la livraison, ce qui, d'une certaine manière,
a rendu les choses pires. Elle n'essayait pas de me blesser. Elle répétait simplement ce qu'on lui avait dit et ce qu'elle croyait depuis des années. Il avait fait de moi un personnage dans son histoire. La femme froide, la difficile, l'obstacle, une version de moi qui justifiait tout ce qu'il faisait en Ohio et l'absolvait de tous les choix qu'il faisait dans cette maison. Je suis resté avec ça un instant, non pas avec de la rage, mais avec quelque chose de plus calme et de plus permanent. Le chagrin spécifique de comprendre que l'homme que tu as enterré était aussi l'homme qui a utilisé ton nom pour rendre ses mensonges vivables pour quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 9 ans, a-t-elle dit. Stellin a 6 ans. 9 ans. J'ai parcouru la chronologie sans le vouloir. Ce que nous faisions il y a 9 ans, où nous en étions dans ce mariage, le voyage qu'il a fait à Columbus pour ce qu'il appelait une conférence sur les installations, le deuxième voyage, le troisième. Essie a tendu la main vers le dossier une dernière fois. Elle a glissé un document sur la table, face visible, délibérément, un certificat de mariage. Son nom, un sceau de notaire dans le coin inférieur droit. J'ai regardé la date. 14 ans après notre mariage, 11 ans avant sa mort. La pièce était très silencieuse. Stellin regardait ses mains maintenant. Même lui semblait comprendre que quelque chose dans l'air avait changé. J'ai finalement levé les yeux vers Essie à nouveau. Vous pensiez que c'était légal, ai-je dit. Doucement. Son expression a légèrement changé alors. Pas défensive exactement. Prudente. Il m'a dit que le divorce avait déjà été réglé en privé par des avocats à Birmingham avant que nous ne nous rencontrions. Elle a dit qu'en raison des entreprises et du nom de famille, tout a été gardé secret jusqu'à ce que la séparation financière soit finalisée. Je n'ai rien dit. Il avait toujours une explication prête chaque fois que des papiers apparaissaient. A-t-elle poursuivi, les impôts étaient déposés séparément en raison des structures d'entreprise. Il a dit que les registres publics étaient en retard à cause de problèmes de dépôt inter-État. Une pause. J'ai posé des questions au début, puis ses yeux se sont brièvement tournés vers Stellin avant de revenir vers moi. Puis des années ont passé, dit-elle doucement. Et finalement j'ai cessé de chercher des raisons de ne pas croire l'homme avec qui je construisais une vie. Cela a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Non pas parce que cela l'excusait, mais parce que je le comprenais, pas la tromperie elle-même. Jamais cela, mais le lent processus humain d'accepter des réponses incomplètes. Quand l'alternative signifie admettre que toute votre vie peut reposer sur quelque chose d'instable. Whitmore n'avait pas maintenu de vie par génie. Il les maintenait par la distance, des vérités sélectives et la tendance humaine naturelle à faire confiance aux explications qui protègent l'avenir auquel on s'est déjà engagé émotionnellement. J'ai de nouveau regardé le certificat, le sceau du notaire, les signatures, l'apparence ordinaire de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister du tout. Je n'ai pas pris le document. J'ai juste regardé la date jusqu'à ce que la date paraisse ordinaire. Elle ne l'a jamais fait. Essie a rangé ses documents de la même manière qu'elle les avait étalés. Méthodiquement, sans hâte. Elle a tout remis dans le dossier, a redressé les bords, et s'est levée comme une femme qui termine quelque chose qu'elle a répété maintes fois avant d'arriver chez moi. Stellin s'est levé quand sa mère s'est levée. Il m'a regardé une fois avant qu'il ne se dirige vers la porte. Pas d'hostilité, pas de confusion, juste le regard silencieux d'un enfant sur quelque chose de trop grand pour qu'il le comprenne encore. Je les ai accompagnés. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce que les plaques de l'Ohio disparaissent au bout de la rue. Puis je suis rentré, j'ai fermé la porte d'entrée et je suis resté là, dans le silence de ma propre maison, un long moment. Je n'ai pas pleuré. J'ai pensé à pleurer. J'ai localisé le sentiment. Comme on localise un son à travers un mur.
Consciente de cela. Consciente de l'endroit où cela vivait. Choisissant de ne pas ouvrir la porte entre nous pour l'instant. Peut-être jamais. Le chagrin pour un homme qui a passé 14 ans à construire une autre vie à côté de la mienne exigeait quelque chose de plus compliqué que des larmes. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Oswald Muse. Il a répondu au deuxième coup. Je lui ai tout raconté sans fioriture. Et si Collier, Ohio. Les photographies, le certificat de cérémonie, l'enfant. Le visage de Whitmore me regardant depuis un garçon de 6 ans debout dans mon salon. Oswald est resté silencieux pendant la majeure partie du récit. Quand j'ai eu fini, il a dit, venez à mon bureau demain matin, à 8 heures. Ne la contactez pas. Ne répondez pas si elle vous contacte en premier. Et ne déplacez pas d'argent ou de documents ce soir. J'ai dit que je comprenais. Puis j'ai raccroché et suis retourné à la table de la cuisine. Les dossiers financiers y étaient toujours étalés exactement comme je les avais laissés la veille au soir, mais je les regardais différemment maintenant. Non comme une imprudence, mais comme une structure. J'ai commencé par les retraits que j'avais déjà signalés comme étant anormaux lors de mon premier examen. Des transferts de comptes d'exploitation hérités que Whitmore gérait séparément de notre structure familiale et en dehors des systèmes comptables directement liés à mon entreprise. Cette distinction importait maintenant parce qu'elle expliquait comment le schéma était resté caché assez longtemps pour se développer. J'ai mis chaque transfert douteux dans une colonne séparée. Le schéma est apparu presque immédiatement, toutes les 4 à 6 semaines. Des montants constants, de légères augmentations pendant les vacances, des transferts plus importants près des périodes de rentrée scolaire et des mois d'été, non pas des dépenses aléatoires, mais un soutien, un deuxième ménage fonctionnant selon un calendrier. La dette n'était pas simplement une mauvaise gestion. C'était un entretien. 9 ans, peut-être plus, de financement d'une autre vie par le biais de compte que Whitmore contrôlait indépendamment parce que l'entreprise héritée est restée largement sous son autorité directe pendant que je restais occupé à construire et à développer ma propre entreprise. J'ai travaillé toute la nuit. À 4 heures du matin, j'avais reconstruit suffisamment le calendrier des transferts pour estimer ce que Whitmore avait détourné au cours de la période documentée. J'ai écrit le chiffre sur mon bloc-notes et je l'ai fixé sous la lumière de la cuisine. Le chiffre ne me choquait plus. Il confirmait quelque chose de pire. L'intention. Je me suis penché en arrière sur la chaise, j'ai relâché la tension de mes épaules, j'ai versé un verre d'eau que je n'ai jamais bu. Puis j'ai ouvert le dernier accordéon de classement, intact, au bord de la table. L'onglet ne portait rien d'autre qu'une année écrite de la main de Whitmore. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire d'un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Ni joint, ni professionnel, personnel. Seulement le nom de Whitmore. J'ai étudié attentivement l'historique des transactions. La plupart des activités du compte étaient rares. Des mouvements occasionnels, des soldes modestes, rien d'assez important individuellement pour attirer l'attention si quelqu'un balayait rapidement des dossiers financiers plus larges. Puis j'ai atteint la dernière page. Le dernier transfert était daté de 4 jours avant la mort de Whitmore. Le montant transféré était suffisamment important pour me serrer quelque chose au fond de l'estomac immédiatement. Pas une dépense ordinaire, pas un mouvement de routine, un transfert délibéré. J'ai vérifié à nouveau la ligne de destination. Le numéro de compte du bénéficiaire était partiellement masqué sur la copie du relevé, mais pas complètement. Et pour la première fois depuis que Essie Collier se tenait dans mon allée, j'ai senti quelque chose bouger sous tout le chagrin, la trahison et la colère. Pas une émotion, de la suspicion. J'ai regardé la date du transfert une dernière fois sous la lumière de la cuisine,
4 jours avant la mort de Whitmore, et... Soudain le timing ne semblait plus du tout accidentel. Le bureau d'Oswald Muse se trouvait au 14e étage d'un bâtiment du centre-ville qui portait son nom sur l'annuaire et rien de superflu sur les murs. C'était le genre d'homme. Une économie précise de tout, des mots, des meubles, de la réaction. Je l'utilisais depuis 12 ans et je lui faisais confiance précisément parce qu'il ne me disait jamais ce que je voulais entendre. Il était déjà à son bureau quand je suis arrivé à 8 heures. Un bloc-notes devant lui. 2 dossiers. Il n'avait pas beaucoup dormi non plus. Il a attendu que je m'assoie avant de parler. Le certificat de mariage qu'elle a présenté n'est pas légalement valide, a-t-il dit. Whitmore n'a jamais demandé la dissolution de votre mariage. Ni en Alabama, ni en Ohio. Ni dans aucune juridiction dont je puisse trouver trace. Ce que est si Collier. Ah, c'est une cérémonie, un programme, des photographies, des lettres. Rien de. Tout cela ne crée un statut légal de conjoint parce que l'homme qui se tenait à ses côtés était déjà légalement marié à vous. J'ai hoché la tête. Cela compte ? A-t-il poursuivi. Parce que les tribunaux des successions fonctionnent à partir du statut légal, pas du statut émotionnel. Les registres publics contrôlent les litiges successoraux. Il a ouvert le 2e dossier. Maintenant, l'enfant est différent. Le lien biologique donne à Stella un statut potentiel d'héritier direct. Le tribunal peut le reconnaître comme le fils de Whitmore si la paternité est établie, mais les droits d'héritage ne s'appliquent qu'à la succession nette réelle de Whitmore après que les obligations, les impôts, les privilèges et les créances soient traités. Il a glissé plusieurs pages sur le bureau vers moi, ce qui, d'après ce que vous m'avez apporté, a-t-il dit avec prudence, et considérablement moins qu'elle ne le croit. Il m'a tout expliqué. Méthodiquement. Les créances déjà déposées contre l'entreprise. L'obligation de l'IRS. Whitmore avait avancé par des prolongations et une conformité partielle. Les litiges avec les fournisseurs qui avaient dégénéré en litige. Les privilèges attachés aux 2 propriétés. Un défaut de financement d'équipements liés à des véhicules que l'entreprise n'exploitait même plus. Pas de théâtralité. Pas de pause dramatique. Juste des chiffres. J'ai apprécié cela. Vous pouvez vous battre sur tous les fronts et gagner, a-t-il finalement dit. Son statut de conjoint n'existe pas légalement. La réclamation de l'enfant est réelle mais financièrement limitée parce que le patrimoine lui-même est en difficulté. Votre position d'épouse légale est sans ambiguïté. Nous déposons une réponse formelle. Nous contestons le statut. Nous forçons un examen complet des passifs avant même que toute discussion de transfert ne commence. Il a posé son stylo. Hello, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mettre fin à cela rapidement. J'ai regardé les dossiers sur son bureau, sur le bloc-notes où il avait esquissé une stratégie qui, je n'en doutais pas, fonctionnerait exactement comme il l'avait décrite. Puis je l'ai regardé. Que se passe-t-il si je ne me bats pas? Il est resté immobile. Je suis désolé. Si je ne conteste pas la réclamation? Si je ne conteste pas ces dépôts immédiatement? Que se passe-t-il si je les laisse simplement poursuivre le patrimoine? Oswald s'est lentement penché en arrière. Sur sa chaise. Je l'ai regardé traiter la question en temps réel, non pas confus. Exactement, mais recalculant. Hello, a-t-il dit avec prudence. Cela dépend de ce que vous demandez. Je pose une question légale. Il a maintenu mon regard. Un instant de plus avant de répondre. Si un bénéficiaire accepte sciemment le transfert d'une succession ou d'une entité commerciale en difficulté, il accepte également les obligations attachées à ses actifs, à moins que le tribunal ne structure des protections autour de portions spécifiques. La dette ne disparaît pas parce que la propriété change.
Les créances des créanciers sont également transférées. Oui. L'exposition fiscale. Oui. Les privilèges. Oui. J'ai hoché la tête une fois. Oswald m'étudiait attentivement maintenant. Tout avocat compétent qui les représente effectuerait normalement un examen complet. Des responsabilités avant de conseiller l'acceptation, a-t-il dit. Particulièrement lorsqu'un bénéficiaire mineur est impliqué. Le tribunal nommerait également un examen indépendant avant l'exécution finale de tout transfert affectant l'enfant. Je comprends. Vraiment? Sa voix était plus douce maintenant parce qu'une fois la divulgation inscrite au dossier, il ne s'agit plus d'héritage, mais d'exposition. Aucun avocat spécialisé en succession sérieux ne souhaite que son client hérite d'une succession en faillite, à moins qu'il ne pense qu'il y a une valeur protégée en dessous. Je suis resté là, réfléchissant à cela. Puis j'ai posé la question que j'étais venu poser. Si quelqu'un venait ici en croyant que Whitmore avait laissé des richesses au lieu de dettes, et qu'il insistait suffisamment agressivement avant de voir la structure complète, ce mouvement pourrait-il se retourner contre eux? Plus tard, Oswald me regarda longuement. Très lentement, je le vis comprendre ce que je demandais vraiment. Pas du chagrin, pas de la capitulation, de la stratégie. Il joignit les mains. Cela pourrait, dit-il prudemment, selon la distance à laquelle ils se sont engagés, procéduralement, avant un examen complet. J'ai pris mon sac. J'ai besoin d'un tableau complet, ai-je dit. Chaque obligation, chaque réclamation en attente, chaque exposition liée au nom de Whitmore, à l'entreprise, aux propriétés, tout. Hello, vendredi. Je me suis levé avant qu'il ne puisse dire autre chose. Derrière moi, je pouvais le sentir. Toujours assis là, essayant de décider si la femme qui sortait de son bureau s'effondrait silencieusement ou commençait à calculer. Oswald a appelé vendredi matin à 7h45. Il a dit, venez à 9h. Sa voix avait la platitude spécifique d'un homme qui a passé 2 jours à regarder des chiffres qu'il aurait préféré ne pas trouver. J'étais déjà habillé. Il avait tout préparé quand je suis arrivé, pas 2 dossiers cette fois. 5 étalés sur la table de conférence. Dans l'ordre qu'il voulait que je les comprenne. Il m'a tout expliqué sans préambule. L'entreprise, d'abord, 3 créances actives déjà déposées auprès des fournisseurs. Whitmore avait géré avec des paiements partiels et des promesses assez longtemps pour que 2 d'entre eux aient retenu leur propre avocat. Une obligation de l'IRS s'élevant à un chiffre qui accumulait des pénalités depuis 22 mois parce que Whitmore avait déposé des prolongations puis ne les avait pas suivies. Un défaut de location d'équipement sur 2 véhicules commerciaux que l'entreprise n'exploitait plus mais était toujours contractuellement tenu d'assurer. Ensuite, la succession, 2 propriétés avec des privilèges. La maison au bord du lac que Whitmore avait hérité de son père. Et un terrain commercial qu'il avait acheté il y a 7 ans et qui n'avait jamais été développé. Les 2 portant une dette qui dépassait leur valeur estimée actuelle. Oswald a posé son stylo quand il a eu fini. Le chiffre qu'il a écrit au bas du bloc-notes n'était pas un chiffre pour lequel j'étais préparé, même après tout ce que j'avais déjà trouvé. Il était posé sur cette page comme quelque chose de physique, comme un poids. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé au matin, il y a 3 semaines. Avant les funérailles, avant ici, avant que tout cela n'ait une forme. Quand je me suis assise à ma table de cuisine et que j'ai pris la décision de le couvrir, d'utiliser puis Facility Solutions pour absorber ce que Whitmore avait laissé derrière lui. J'avais bâti cette entreprise à partir de rien. 14 contrats la première année, 41 la 3e. Une réputation bâtie sur le fait de se présenter quand d'autres entreprises ne le faisaient pas et de livrer ce que je promettais sans qu'on me le demande 2 fois. J'avais été prête à tout sacrifier pour sa dette.
J'ai de nouveau regardé le chiffre sur le bloc-notes. Puis j'ai pensé au dernier rapport trimestriel de mon entreprise. Propre, rentable, en croissance à un rythme que j'avais mis 22 ans à atteindre. Des contrats dans 3 comtés, un personnel de 31 personnes dont les moyens de subsistance passaient par la paie que je signais toutes les 2 semaines. 2 mondes différents posés sur la même table. Un que j'avais bâti de mes mains et avec mon jugement pendant 2 décennies. Un qu'il avait hérité et discrètement démantelé pendant 9 ans pour financer une vie dont je ne savais rien. J'avais été prête à sacrifier le premier pour sauver le second. Cette préparation me semblait différente maintenant. Pas noble, pas responsable, coûteuse d'une manière que je n'avais pas pleinement calculée jusqu'à ce moment. J'ai regardé Oswald. Si quelqu'un acceptait volontairement cette succession, ai-je dit, pleinement informé ou non, serait-il légalement responsable de tout ce qui y est attaché? Il m'a regardé attentivement. Nous avions déjà abordé ce point mercredi, mais il a compris que je ne me répétais pas. Je confirmais quelque chose, fermant une porte devant laquelle je me tenais depuis 3 jours. Oui, a-t-il dit. Tout se transfère avec l'acceptation, les actifs et chaque obligation qui y est attachée. J'ai hoché la tête. J'ai regardé le chiffre une dernière fois. Puis j'ai fermé le dossier dessus. J'ai pris mon sac. Je l'ai remercié. Je suis sorti de son bureau et je me suis tenu devant l'ascenseur et j'ai attendu. La décision n'a pas été prise dans cette pièce. Elle avait été prise quelque part entre le chiffre sur son bloc-notes et le souvenir de 31 personnes dont les noms figuraient sur ma liste de paie. Je ne l'avais juste pas encore dit à voix haute. Le dépôt officiel est arrivé par Oswald le lundi matin. Il l'a transféré sans commentaire, ce qui était sa manière de laisser le document parler avant lui. Je l'ai lu à mon bureau chez Puis Facility. Solution, mon bureau, mon bâtiment, l'endroit où je venais quand j'avais besoin de réfléchir sans le poids de cette maison qui me pesait. Le dépôt était minutieux. L'avocat de Essie, un homme nommé Dal Rutherford, basé à Columbus, avait construit la demande presque entièrement autour de Stellin. Le langage était prudent et délibéré. Des mots comme l'héritier légitime et héritage biologique et un enfant laissé sans son père apparaissaient dans les 2 premiers paragraphes. Le nom de Whitmore était suivi à chaque fois de l'expression le père de Stellin, pas Marie, pas défunt. Le père de Stellin. Rutherford savait exactement ce qu'il faisait. Les juges des successions sont d'abord des personnes avant d'être des juges. Un enfant au centre d'un dossier change la température émotionnelle d'une pièce avant même que quiconque n'atteigne les pages financières, surtout dans une affaire qui attire déjà l'attention. Le nom de famille de Whitmore avait du poids localement. Bien avant que je ne l'épouse. Son père siégeait à 2 conseils de développement régionaux dans les années 90. Leur entreprise a géré des contrats d'entretien industriel liés à plusieurs propriétés commerciales visibles autour de Birmingham pendant des années avant que Whitmore ne l'hérite. Puis il y a eu moi. Puis Facility Solutions avait géré des contrats municipaux et commerciaux dans 3 comtés pendant plus d'une décennie. Bâtiments municipaux, entretien scolaire, installation du comté. Les gens connaissaient nos noms. Qu'ils nous connaissent personnellement ou non. Et Birmingham est encore assez petite dans certains milieux pour que les gens remarquent quand des familles reconnaissables se fissurent publiquement, surtout quand un enfant est impliqué. Le premier article est apparu sur Birmingham Tribune en ligne moins de 24 heures après que le dossier ait été rendu public. Un média local, principalement des nouvelles économiques, des litiges civiques et des reportages sur les tribunaux. Le genre de publication que les animateurs de radio citent pendant les segments de circulation du matin et que les femmes d'église partagent dans des groupes privés sur Facebook avant midi. Au deuxième partage, ce n'était plus un dossier de succession, mais une histoire. Chaque ligne du dossier de Rutherford était
Écrite pour des lecteurs qui n'avaient jamais rencontré Essie Collier. Chaque phrase poussait la même idée silencieusement et de manière répétée. Un enfant en deuil se voyant refuser ce qui lui appartient. J'ai posé le document. J'ai pensé à Stellin assis à ma table. La façon dont il a regardé la photographie de Whitmore sur la table d'appoint et est resté dessus une seconde de plus que tout. Le reste, un garçon de 6 ans qui avait perdu son père et ne comprenait pas ce que les adultes autour de lui construisaient en son nom. Il n'était pas une stratégie. Il était un enfant. Sa mère avait construit un argument juridique autour de son chagrin, de sa biologie et de son visage. Et elle n'avait pas tort. Que ces choses étaient réelles. Elle utilisait simplement des choses réelles à des fins calculées et appelait cela la justice. J'ai compris la différence. Je n'ai pas appelé Oswald immédiatement. Je suis resté avec le dossier pendant près de 40 minutes et je l'ai lu 2 fois de plus. Je voulais comprendre exactement comment Rutherford comptait faire passer cela par le tribunal des successions avant qu'un examen financier complet ne le ralentisse, car c'était la première faille que j'ai trouvée. Le dossier mettait agressivement l'accent sur l'héritage tout en ne reconnaissant à peine l'exposition à la responsabilité. Au-delà du langage standard de divulgation. Rutherford positionnait l'affaire émotionnellement d'abord, poussant la reconnaissance du bénéficiaire et l'accès à la succession avant que la structure complète de la dette ne devienne le centre de la discussion. Cela m'a dit quelque chose d'important. Il croyait qu'il y avait une valeur sous le nom de Whitmore qui valait la peine de se précipiter. Et peut-être que Essie le croyait aussi. Au moment où Oswald a appelé cet après-midi-là, j'avais identifié 3 endroits où la confiance avait rendu Rutherford moins prudent qu'il n'aurait dû l'être. Je l'ai lu, ai-je dit. Quand j'ai décroché. Il y a autre chose, a-t-il dit. Son ton était légèrement plat. La platitude particulière qu'il utilisait lorsque les nouvelles nécessitaient une préparation avant d'être livrées. Essie Collier a fait une déclaration au Birmingham Tribune en ligne ce matin. Les articles circulent déjà localement. Je me suis penché lentement en arrière sur ma chaise. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle essaie de protéger l'avenir de son fils contre un blocage de la part de l'épouse légale de Whitmore. Épouse légale. Une expression intéressante de la part d'une femme qui croyait elle-même s'être mariée. Photographie 2. Oswald a continué. Les marches du tribunal. L'enfant à côté d'elle. J'ai fermé les yeux brièvement. Le visage d'un garçon de 6 ans. Associé à une stratégie de succession avant qu'il ne soit assez vieux pour comprendre ce que succession signifiait. La colère m'a traversé proprement et s'est ensuite installée, non pas sur l'enfant. Jamais sur l'enfant. Mais sur le calcul d'une femme qui comprenait exactement à quoi les gens s'attacheraient émotionnellement si on leur en donnait l'occasion. Laissez faire, ai-je dit. Ne répondez pas publiquement. N'émettez rien. Compris. Une pause. Il y a encore une chose. J'ai attendu. Une femme a contacté mon bureau ce matin. Pas Essie Collier. Quelqu'un d'autre. Quelque chose dans son ton a légèrement changé sur les 2 derniers mots. Elle dit qu'elle a aussi eu une relation avec Whitmore pendant 4 ans. Elle affirme qu'il se présentait comme étant séparé. La pièce est devenue très silencieuse autour de moi. Elle veut de l'argent, ai-je demandé. Non. Cette réponse m'a tellement surprise que je n'ai rien dit. Oswald a continué. Elle dit qu'elle a des documents, des messages, des relevés financiers, des confirmations de voyage. Elle pense que certains des transferts se chevauchent avec les irrégularités comptables que vous avez identifiées la semaine dernière. Je me suis lentement reculé dans ma chaise. Pas une autre liaison. Un schéma, et les schémas, une fois établis, deviennent des preuves d'intention.
L'existence de la deuxième femme m'a attristé pendant la nuit comme une pierre dans l'eau immobile, présente. Lourde, mais non déstabilisante. J'avais déjà remodelé ma compréhension de qui était Whitmore. Une famille extérieure avait nécessité ce remodelage. Une deuxième femme n'exigeait rien de nouveau. Elle n'était qu'une confirmation d'un schéma que j'avais déjà cartographié. Je l'ai classé et j'ai continué. Les appels ont commencé mardi. Mon responsable des opérations chez Puy m'a contacté en premier, prudemment, professionnellement, me demandant si j'avais besoin de quelque chose sans dire ce qu'il avait lu. Puis mon comptable, puis 3 femmes de mon cercle d'église au cours du même après-midi. Chacune commençant par « Comment vas-tu, ma chérie ?» sur un ton qui signifiait « J'ai vu la nouvelle ». J'ai répondu à chaque appel de la même manière. J'allais bien. J'appréciais qu'elle m'appelle. Je les recontacterai. Le mercredi soir, j'avais cessé de répondre et je rappelais par l'eau depuis mon bureau où je pouvais garder ma voix égale sans que la maison autour de moi ne rende les choses plus difficiles. Jeudi matin, Clarisse du Nord n'a pas appelé. Elle a frappé. Je l'ai entendue à la porte d'entrée à 9h15 et j'ai su avant d'ouvrir que cette conversation serait différente des autres. Clarisse me connaissait depuis mes 23 ans. Elle était assise au premier rang à mon mariage. Elle avait apporté de la nourriture à cette maison après les funérailles de Whitmore sans qu'on le lui demande et était partie sans me faire parler. Ce n'était pas une femme qui disait des choses pour le plaisir de les dire. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table où Essie avait étalé son dossier 8 jours auparavant. Clarisse a croisé les mains et m'a regardé. Directement. Les gens parlent, Eloan a-t-elle dit, ils disent que tu as abandonné. Que tu laisses cette femme partir avec tout ce que Whitmore t'a laissé. J'ai entendu le mot folle utilisé par des gens qui t'aiment. J'ai regardé ses mains sur la table. Je sais ce que les gens disent, ai-je dit. Alors dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'Oswald a un plan et que tu te bats correctement. Oswald a tout ce dont il a besoin, ai-je dit. Ce qui était vrai, juste pas de la manière dont elle l'entendait. Clarisse a étudié mon visage. Un long moment. Elle cherchait quelque chose qui la rassurerait. J'ai gardé mon expression stable et ne lui ai rien donné qu'elle puisse lire clairement, non. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que le plan exigeait le silence, et le silence devait être total. Tu travailles trop dur, a-t-elle finalement dit. Sa voix avait baissé. Moins de préoccupations communautaires. Maintenant. Juste une femme qui m'avait vu construire quelque chose pendant 20 ans, parlant directement de ce dont elle avait peur. Ne laisse pas le chagrin te faire renoncer à ce qui est à toi. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Elle est partie 15 minutes plus tard, toujours inquiète. J'ai regardé sa voiture s'éloigner de la fenêtre et j'ai ressenti le poids spécifique d'être aimé par quelqu'un à qui on ne pouvait pas encore dire la vérité. J'ai consulté l'article du Tribune sur mon téléphone. La photographie de S. Stellin à côté d'elle sur les marches du palais de justice. Son expression sereine pour l'appareil photo. Comme je l'avais appris à la reconnaître. La performance d'une femme qui avait besoin que le public témoigne de sa victoire. Elle avait fait 2 autres déclarations depuis lundi, une interview à la radio, un message sur un forum communautaire qui était partagé. Tout ce qu'elle faisait était conçu pour être vu. Je n'avais pas dit un seul mot publiquement, pas un seul. J'ai posé le téléphone, je l'ai repris. J'ai appelé Oswald. Je suis prête à vous dire le plan complet, ai-je dit. La deuxième femme s'appelait Ranada. Elle a demandé à nous rencontrer dans un café du côté sud de Birmingham. Un terrain neutre, ça. Suggestion, ce qui m'a dit qu'elle avait réfléchi attentivement à la dynamique de cette conversation avant de la demander.
Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, début de la quarantaine, composée à la manière de quelqu'un qui se tient ensemble par un effort délibéré plutôt que par un calme véritable. Elle était déjà assise quand je suis arrivé et elle s'est levée brièvement quand elle m'a vu. Un réflexe de respect que j'ai remarqué et dont je n'ai rien dit. Nous n'avons pas passé de temps en fioriture. J'ai vu la couverture médiatique, a-t-elle dit. Je ne suis pas là pour rendre votre situation plus difficile. Je veux que vous le sachiez. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé. Elle a enroulé ses deux mains autour de sa tasse de café. Parce qu'il m'a dit les mêmes choses qu'il lui a dites, a-t-elle dit doucement. Et parce que je pense que vous êtes sur le point de découvrir qu'il ne mentait pas. Seulement émotionnellement, il mentait aussi financièrement. Cela a attiré mon attention d'une manière différente. Je l'ai regardé fixement. Allez-y. Elle était en couple avec Whitmore depuis 4 ans. Ils s'étaient rencontrés par le biais d'un contact professionnel lié à la gestion de propriétés commerciales en dehors de Montgomery. Il se présentait comme un homme pris au piège d'un mariage qui avait pris fin émotionnellement des années auparavant. Une femme qui se souciait plus des contrats et de l'expansion que du lien. Un foyer fonctionnant. À la routine plutôt qu'à l'affection. Il a utilisé mon nom, Eloan. Elle l'a dit avec l'épuisement spécifique d'un homme essayant de rendre la trahison raisonnable. Elle l'avait plaint. Je suis resté avec cette image un instant. Whitmore à travers des tables de dîner et des bars d'hôtel, me construisant une justification. L'épouse difficile, l'absente émotionnelle, le fardeau qu'il portait honorablement tout en trouvant du réconfort ailleurs. Il m'avait transformé en un personnage secondaire dans des histoires conçues pour l'excuser. Mais Ranata n'était pas venue seulement pour confesser une liaison. 3 mois avant la mort de Whitmore, elle a dit qu'il avait commencé à parler différemment de l'argent. Nerveux, regardant constamment son téléphone, prenant des appels à l'extérieur des pièces, se plaignant de la pression des fournisseurs et des avis fiscaux. Une seule fois. Il a fait un commentaire qui lui est resté ensuite. Si Eloin voit un jour les livres complets, elle partira. Je n'ai rien dit. Ranata a fouillé soigneusement dans son sac et a glissé une fine enveloppe sur la table. Je sais que vous avez dit, par l'intermédiaire de votre avocat, que vous ne cherchiez pas le scandale. Elle a dit que ce n'était pas un scandale. À l'intérieur se trouvaient des copies, des confirmations d'hôtel, des relevés de voyage, des captures d'écran de virements que Whitmore lui avait envoyés pendant des périodes où il prétendait attendre des paiements de fournisseurs retardés. Les montants n'étaient pas énormes individuellement, mais ils se chevauchaient précisément avec plusieurs retraits irréguliers que j'avais déjà identifiés dans la comptabilité de l'entreprise. Pas seulement des liaisons, des schémas de détournement. Il a également utilisé l'instabilité de l'entreprise comme excuse avec moi, a dit Ranata doucement. Il a dit qu'il était coincé à tout gérer financièrement. Il a dit que des gens dépendaient de lui. Mais vers la fin, elle a hésité. Brièvement. Vers la fin, il avait l'air effrayé. Pas coupable. Effrayé. J'ai de nouveau baissé les yeux sur les documents. Date, montant, schéma. Ce que Ranata m'a remis ne détruirait pas Whitmore publiquement. Ce n'était pas une révélation criminelle, pas une exposition dramatique, mais cela faisait quelque chose de plus important. Cela établissait une continuité. Un schéma comportemental à long terme liant directement la tromperie émotionnelle à la dissimulation financière. Et les schémas comptent dans les salles d'audience. Parce que les schémas suggèrent l'intention. Il t'a dit que le mariage était terminé, ai-je demandé fonctionnellement? Oui. Et tu l'as cru? Au début. L'honnêteté de cette réponse comptait plus pour moi que si elle avait essayé de se défendre. Ranatada n'avait pas de photo de cérémonie, pas d'enfant, pas
De statut légal. Elle avait contacté Oswald parce qu'une fois l'histoire du tribune éclatée, elle a réalisé qu'elle n'était peut-être pas la seule femme à qui Whitmore avait menti. Elle a retiré toute demande d'implication avant la fin de la réunion. Tranquillement, sans performance, sans larmes, sans tentative de se placer au centre de quoi que ce soit. Je l'ai cru quand elle a dit qu'elle ne voulait rien d'autre que la vérité avant que l'audience ne progresse. Elle est partie la première. Je suis resté à table pendant plusieurs minutes après son départ. Je n'ai pas pleuré Whitmore dans ce café. Ce deuil avait déjà changé de forme. Ce qui m'attristait maintenant était quelque chose de plus silencieux et de plus permanent. Je pleurais la femme qu'il avait fait de moi quand je n'étais pas là pour me défendre. La femme froide, la difficile, l'explication. J'avais passé des jours à me préparer à absorber sa dette avant que quiconque ne frappe à ma porte pour réclamer des droits d'héritage. J'avais été prête à utiliser les réserves de ma propre entreprise pour nettoyer ce qu'il avait laissé derrière lui. Et quelque part en Alabama et en Ohio, Whitmore avait utilisé ma loyauté comme camouflage. C'est la partie qui m'a le plus coûté. Je suis retourné à mon bureau, me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau document. Dans la ligne d'objet, j'ai tapé 4 mots. Voici ce que nous allons faire. Puis j'ai commencé. Oswald a lu le document que je lui avais envoyé la veille au soir sans l'interrompre par un appel. C'était délibéré de ma part. J'avais besoin qu'il s'imprègne de la structure complète avant de réagir à un seul de ces éléments. Quand il a finalement appelé vendredi matin, sa voix portait la qualité particulière d'un homme qui avait passé plusieurs heures à recalculer des hypothèses auxquelles il ne faisait plus confiance. « Venez, a-t-il dit. » J'étais déjà dans la voiture. Il était debout quand je suis arrivé, non pas assis derrière son bureau, mais à la fenêtre avec le document imprimé à la main. 3 pages, espacées. Je l'avais écrit de la même manière que je gérais mon entreprise. Pas de langage superflu. Chaque étape dans l'ordre opérationnel. Je me suis assise. Il est resté debout. Un instant de plus avant de finalement prendre sa chaise. Expliquez-moi. A-t-il dit à voix haute. J'ai hoché la tête. Le transfert de succession. Reconnaît directement Stellin, pas ici. Lui. Sa connexion biologique à Whitmore est la seule demande légalement recevable dans cette procédure, et je la reconnais volontairement avant que le tribunal ne doive forcer la question. Oswald a pris une note. Cela compte parce que cela supprime toute apparence que j'essaie de refuser les droits d'héritage à l'enfant par hostilité personnelle. Le tribunal voit la coopération au lieu de l'obstruction. Une autre note. Parce que Stellin est mineur, aucun transfert ne peut être finalisé sans l'examen d'un tuteur ad litem et la supervision des successions. Le tuteur n'est pas choisi par ici. Il est nommé indépendamment, et son obligation légale est la protection financière de l'enfant. Oswald a hoché la tête une fois pour que je continue. Le dossier de divulgation de la succession reste entièrement joint. Dès le début. Aucune responsabilité dissimulée, aucun calendrier de dette retenu, chaque privilège, chaque action des créanciers, chaque obligation de l'IRS, chaque défaut d'équipement, chaque exposition en attente. Joint simultanément à la proposition de transfert. Je l'ai observé attentivement. Pendant que je continuais. La distinction importante est le timing. Cela là. Fait lever les yeux. Rutherford aborde cela comme un combat pour la reconnaissance du bénéficiaire d'abord et un examen des responsabilités ensuite. Il agit agressivement pour établir un élan émotionnel et procédural autour d'eux. Stellin avant que la structure financière ne ralentisse complètement l'affaire. Cela crée une pression pour garantir rapidement la position d'héritage avant que la sympathie du public ne change de direction. Oswald s'est légèrement penché en arrière.
J'ai continué, la divulgation n'est pas cachée. Elle est inscrite au dossier exactement là où cela est requis. Mais au moment où Rutherford se tournera entièrement vers l'analyse actif contre passif, il se sera déjà engagé publiquement et procéduralement dans le récit selon lequel cette succession contient une valeur significative qui mérite d'être poursuivie. Et vous croyez qu'il s'engagera trop loin dans cette position, a dit Oswald doucement. Je pense que Essie l'a déjà fait. La pièce est restée silencieuse un instant. Essie n'a pas de statut légal d'épouse, ai-je dit. Le certificat de mariage s'effondre sous l'examen du registre public. Une fois que cela se produit, chaque dépôt agressif que Rutherford a fait en son nom dépendra presque entièrement des droits d'héritage de Stellin et de la succession elle-même. Exactement. J'ai croisé les mains. Le tuteur nommé par le tribunal devient le mécanisme de stabilisation pour l'enfant. Les créanciers passent en premier. L'administration des successions suit l'ordre standard. Tout ce qui survit après. Que les obligations soient satisfaites et structurées de manière appropriée pour lui. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je ne suis pas intéressé à détruire un garçon de 6 ans pour punir sa mère. Oswald m'étudiait tranquillement. Vous avez réfléchi à tous les angles procéduraux. J'ai eu le temps. Il a de nouveau baissé les yeux sur le document, a tourné à la 2e page, a lu une section qu'il avait déjà lue une fois. Je l'ai regardé travailler dessus comme il travaillait surtout, lentement, à la recherche du point de rupture, de l'exposition, de ce que le conseil adverse pourrait utiliser pour défaire la structure plus tard. Finalement, il a posé les pages. C'est légalement exécutable, a-t-il dit. La structure de divulgation est conforme. L'exigence de tuteur protège le tribunal procéduralement. La proposition de transfert elle-même est propre. Il a fait une pause. Mais il y a des risques. Je sais. Si Rutherford demande un examen médico-légal prolongé avant l'acceptation, l'élan ralentit. Il ne le fera pas au début. Vous avez l'air certaine. Il est allé trop tôt en public. Cette réponse est restée entre nous. Un instant. Oswald a croisé ses mains avec précaution. Vous comprenez autre chose, a-t-il dit. Une fois que cela entre en mouvement, il n'y a pas de retour à votre position initiale. Quoi qu'il reste dans cette succession après l'administration des créanciers, s'il reste quelque chose, cesse complètement de vous appartenir. Je l'ai regardé d'un air égal. Je sais. Et si réalise ce qu'est réellement la succession avant l'engagement final, alors elle passera le reste de la procédure à essayer de se retirer des caméras et des déclarations qu'elle a déjà faites publiquement. Oswald n'a rien dit. Moi non. Plus. Après un long moment, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a expiré. Une fois par le nez. Pour la première fois depuis la mort de Whitmore, il ne me regardait plus comme une veuve en deuil. Il me regardait comme une stratège. Je ne compte pas revenir, ai-je dit doucement. Je suis resté au bureau jusqu'à près de 22 heures, non pas parce qu'il restait du travail à faire. Les contrats étaient révisés. Les comptes étaient à jour. La proposition d'expansion que j'avais reportée pendant 8 mois était esquissée et se trouvait dans un dossier marqué pour la semaine prochaine. Tout de mon côté de cette vie était en ordre. Comme cela l'avait toujours été parce que je l'avais construit ainsi. Délibérément parce que l'ordre était la chose que je contrôlais quand tout le reste bougeait sans ma permission. Je suis resté parce que le bureau était le mien. D'une certaine manière, la maison ne me semblait plus rien. Vers 20 heures, j'ai sorti la boîte de banquier du coin où je l'avais posée 3 jours plus tôt. Les documents restants de Whitmore, le dernier dossier accordéon, les dossiers que je n'avais pas entièrement traités, les copies qu'Oswald m'avait rendues après l'examen de la découverte. Je m'étais dit que je ferais une dernière passe avant l'audience, que j'irais demain sans rien d'inexaminé.
Derrière moi. J'ai tout parcouru méthodiquement. Correspondance des fournisseurs, documents d'assurance, anciens procès-verbaux de réunion du conseil d'administration d'avant que Whitmore ne commence à déplacer de l'argent entre les comptes assez discrètement pour éviter un examen immédiat. J'avais déjà vu la plupart d'entre eux. Puis je les trouvais près du fond de la boîte. Un seul relevé bancaire plié au dos d'un dossier marqué personnel. Une page. Un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Ni dans l'examen de la table de cuisine, ni lors de la découverte, ni dans aucune divulgation financière que Whitmore avait maintenue par l'entreprise. Le solde était modeste. Pas des millions cachés, pas de la richesse secrète, juste assez d'argent pour me faire arrêter de lire et m'asseoir correctement. Assez petit pour qu'il n'ait jamais suscité d'inquiétude lors d'un examen comptable standard. Aucun transfert commercial y étant attaché, aucun mouvement de paie, aucune activité de créancier, mais le nom sur le compte était uniquement le mien, non joint, non lié à une fiducie, le mien. Je me suis assise lentement. Le compte avait été ouvert 11 ans plus tôt. Les contributions apparaissaient irrégulièrement sur environ 7 ans. Petits dépôts, montants incohérents, rien d'assez important. Individuellement pour attirer l'attention. Mois d'anniversaire. 2 dépôts. Quelques semaines après les funérailles de ma mère. Un autre la même année où j'ai étendu mes activités dans le comté de Jefferson. Les dépôts ont cessé à 4 ans. Le compte était resté intact depuis, accumulant un modeste intérêt en silence. J'ai tenu le relevé sous ma lampe de bureau longtemps. Procéduralement. Le compte était simple car mon nom seul y figurait. La succession ne le ferait pas entrer dans une administration d'État. Légally, il m'appartenait déjà, quoi qu'il arrive demain. Mais émotionnellement, cela perturbait. Quelque chose que j'avais déjà réglé dans ma tête. À un moment donné, pour des raisons auxquelles je n'avais plus accès, Whitmore avait tranquillement mis quelque chose de côté pour moi. Pas assez pour le racheter. Pas assez pour l'emporter sur l'Ohio ou Essie ou Stellin ou les années de tromperie ou l'épave financière qui se trouvait derrière son nom. Et certainement pas assez pour le transformer en un bon homme incompris, piégé par les circonstances. C'était important parce que je refusais de procéder à ce genre de révisionnisme émotionnel simplement parce qu'un homme mort laissait derrière lui un geste contradictoire. Le compte n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Il le compliquait. C'était différent. Les méchants simples sont plus faciles à enterrer. Les vrais personnes sont plus difficiles parce qu'elles laissent derrière elles des fragments qui refusent de s'assembler proprement. J'ai de nouveau parcouru les dates de dépôt. Des montants plus petits pendant les années où la pression commerciale était la plus forte. Une ligne de notes attachée à un transfert deal. Il y a 9 ans pour plus tard. Rien d'autre, pas d'explication, pas de lettre, pas de cohérence, juste la preuve que quelque part à l'intérieur du même homme qui a construit une deuxième famille et utilisé mon nom comme camouflage émotionnel. Il existait aussi quelqu'un qui portait de la culpabilité, de l'attachement, une obligation, ou peut-être une version d'attention qu'il ne savait pas exprimer. Honnêtement de son vivant. Je ne pouvais pas assembler ces pièces proprement. J'ai essayé pendant 20 minutes. Puis j'ai arrêté d'essayer. Whitmore n'avait pas été une seule chose. Il avait été plusieurs choses contradictoires. Simultanément, et je n'allais jamais toutes les démêler pour arriver à une conclusion qui me semble émotionnellement complète. Certaines personnes meurent avant de devenir compréhensibles. J'ai placé le relevé soigneusement dans mon sac, j'ai fermé la boîte de banquier, je l'ai empilée à côté de la porte du bureau pour qu'elle soit ramassée lundi matin. Puis j'ai éteint ma lampe de bureau et je suis resté là dans l'obscurité du bureau, ma main toujours posée sur l'interrupteur. Cela m'a coûté quelque chose de quitter cette pièce. Pas du chagrin exactement. Le chagrin avait déjà changé de forme plusieurs chapitres
Auparavant. C'était différent, comme si j'acceptais enfin qu'il n'y aurait jamais une réponse claire au fond de Whitmore. Pas de document final qui l'explique complètement. Pas de page cachée capable d'équilibrer toutes les autres. Juste des fragments, certains laids, certains humains, tous incomplets. J'ai fermé à clé la porte du bureau derrière moi, j'ai traversé le parking silencieux de Birmingham vers ma voiture. L'air nocturne s'était rafraîchi pendant que j'étais à l'intérieur. Je suis resté là un instant, mes clés à la main, et j'ai regardé les lumières de la ville au-delà de la structure. Demain, le tribunal deviendrait un registre public. Demain, et s'y entrerait en croyant comprendre la forme de cette histoire. Demain, j'arrêterai de porter ce que Whitmore avait laissé derrière lui. J'ai levé les yeux dans l'obscurité. Demain, ai-je dit doucement à personne. Je l'ai posé. J'étais habillé à 6h15. Pas en noir. J'ai regardé la robe noire accrochée dans le placard et je l'y ai laissée. J'ai choisi un pantalon anthracite, un chemisier bordeaux profond, et la veste que je portais le jour où j'ai signé le contrat d'expansion qui a mené puis Facility Solutions dans son 3e comté. Une femme allant travailler. C'était le seul cadre dont j'avais besoin pour aujourd'hui. Je suis arrivé au palais de justice à 8h40. L'audience était prévue à 10h. J'ai trouvé un banc devant la salle d'audience désignée et je me suis assise, les mains légèrement croisées sur mes genoux et rien à côté de moi. Pas de mallette, pas de performance, pas de chagrin visible soigneusement arrangé pour des étrangers. Le bâtiment s'est lentement rempli autour de moi. D'autres audiences, d'autres familles, d'autres avocats portant des dossiers assez épais pour changer des vies. Le couloir avait cette atmosphère familière de palais de justice. L'anxiété enveloppée de politesse, les gens faisant semblant d'être calmants. Attendant que des systèmes plus grands qu'eux prennent des décisions. J'avais déjà pris la mienne il y a des semaines. Le calme qui suit une décision prise s'est installé naturellement dans ma posture. Je n'ai pas eu besoin de le forcer. À 9h12, mon téléphone a vibré. Clarisse Dunmore. Je prie pour toi, ma chérie. 5 mots. Pas de ponctuation après le chéri. La façon dont Clarisse parlait toujours quand les émotions la dépouillaient complètement de sa formalité. J'ai regardé le message plus longtemps que prévu. Clarisse avait passé 30 ans à être présente pour moi discrètement. Jamais bruyamment loyale. Jamais ostentatoire, juste présente de la manière stable et fiable dont certaines femmes traversent la vie des autres. Elle était toujours inquiète. Elle le resterait jusqu'à ce qu'elle entende comment cela se terminait. J'ai répondu 2 mots, merci. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur le banc à côté de moi. À 9h27, je les ai entendus avant de les voir. Le bruit de plusieurs personnes marchant avec une intention coordonnée dans un couloir de tribunal. Des pas fermes. Une mallette à roulettes. Le rythme particulier des gens qui croient que l'élan leur appartient déjà. J'ai levé les yeux. Et s'y est entré du fond du couloir, vêtue d'un manteau ivoire structuré choisi avec assez de soin pour que je sache qu'elle avait passé du temps à le décider. Stellin marchait à ses côtés dans une veste sombre impeccable, silencieux comme toujours. Dal Rutherford suivait d'un demi-pas derrière, portant sa mallette. Avec la posture d'un avocat déjà en train de rédiger mentalement des déclarations post-audience. Je les ai regardés se diriger vers la salle d'audience. Essie m'a vu presque immédiatement. Elle n'a pas détourné le regard. Moi non plus. Nous avons maintenu le contact visuel pendant 2 secondes. 2 femmes connectées de manière permanente par un homme qui n'était plus en vie pour s'expliquer. Et puis elle a de nouveau regardé devant elle et a continué à marcher. Ce que j'ai ressenti en la regardant n'était pas du triomphe, ni de la colère, mais quelque chose de plus calme que les deux.
Parce que quelque part sous tout le reste, Essie croyait toujours qu'elle marchait vers la sécurité, vers le sauvetage, vers la chose que Whitmore avait promis. Qu'elle existerait de l'autre côté de tout cela. Cette croyance la rendait plus humaine à mes yeux que je ne le voulais. Oswald est arrivé à 9h35 et s'est assis à côté de moi. Il a d'abord regardé mes mains vides, puis mon visage. Dernière opportunité, a-t-il dit doucement. Une fois que nous entrons et que les divulgations sont officiellement enregistrées, le ton de cette procédure change. Définitivement. J'ai regardé droit devant moi. Pensez-vous que Rutherford a déjà compris, ai-je demandé. Non, a dit Oswald. Je pense qu'il comprend. Qu'il y a des responsabilités. Je ne pense pas qu'il comprenne l'ampleur. J'ai hoché la tête une fois. Et si? Son silence a répondu avant les mots. Non, a-t-il finalement dit. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Brièvement à la conclusion de l'affaire précédente. Les avocats sont sortis les premiers, puis une famille parlant trop doucement pour être entendue. Oswald a ajusté le revers de sa manche. Si Rutherford demande un report prolongé après avoir examiné les horaires complets, la juge Carroll accordera probablement un temps d'examen limité avant l'exécution finale, a-t-il dit. Mais les dépôts publics, les calendriers de dette, les questions de statut, tout cela est enregistré aujourd'hui de toute façon. Je sais. Il m'a regardé attentivement. Alors, non pas comme un avocat étudiant un client, mais comme un homme essayant toujours de décider si ce que j'étais sur le point de faire était de la miséricorde ou de la stratégie. Peut-être les deux. L'huissier est entré dans le couloir et a appelé notre affaire. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, je n'ai rien ramassé car il n'y avait rien à porter. Pas de dossier, pas de document, pas de déclaration répétée attendant le bon moment dramatique. Tout ce dont j'avais besoin pour aujourd'hui avait déjà été transporté dans ce bâtiment avant même que je ne passe la sécurité. La décision, c'était tout. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais étant donné le poids de ce qui s'y déroulait. La juge Aldine Carroll présidait, fin de la cinquantaine, économe dans ses mouvements, le genre de femme qui avait passé des années à voir des familles transformer le chagrin en litige, et qui ne confondait plus le volume émotionnel avec la substance légale. Elle a examiné le dossier de transfert soumis par Oswald sans réaction visible, a tourné les pages, a fait une annotation, a posé son stylo. Rutherford était assis de l'autre côté de l'allée avec Essie à ses côtés et Stellin directement derrière la barre. Le garçon était assis parfaitement immobile, les deux mains sur les genoux, regardant au loin comme les enfants le font quand on leur a dit qu'aujourd'hui était important sans leur dire pourquoi. J'ai remarqué que Rutherford avait amené un associé supplémentaire cette fois-ci, plus jeune. Probablement un avocat local. Ils avaient deux boîtes de banquier positionnées à côté de leur table et un bloc-notes jaune déjà divisé en sections, ce qui signifiait une chose importante immédiatement. Il avait examiné suffisamment de divulgation pour comprendre que la succession était compliquée. Bien. Cela comptait plus pour le réalisme que la surprise ne l'aurait jamais pu. Parce qu'aucun avocat compétent en matière de succession n'arrive à une audience impliquant plusieurs entreprises, une visibilité municipale, des réclamations d'héritage interétatique et des divulgations annexes sans s'attendre à une complexité financière quelque part dans le dossier. Mais s'attendre à la complexité et comprendre l'ampleur sont deux choses entièrement différentes. La juge Carroll a regardé les deux avocats. Le tribunal a examiné le cadre de transfert proposé, a-t-elle dit. La reconnaissance biologique semble suffisamment documentée pour un statut d'héritage provisoire en attendant la vérification finale. Les calendriers de divulgation et les relevés de responsabilité ont été joints conformément à la procédure de succession. Elle a regardé directement Rutherford.
Le conseil a reçu le dossier complet, y compris les divulgations de dettes, les actions des créanciers, les résumés d'exposition fiscale, les privilèges en attente et les calendriers comptables supplémentaires soumis vendredi. Oui, votre honneur, cette fois j'ai regardé plus attentivement. Rutherford n'a pas répondu imprudemment. Il a répondu comme un avocat gérant l'élan procédural au cours d'une audience qui n'était jamais censée achever l'administration médico-légale aujourd'hui. Cette distinction importait. Il avait probablement déjà examiné les divulgations primaires, les actions des créanciers, l'exposition fiscale, les privilèges et les responsabilités successorales. Ce qu'il n'avait pas encore pleinement absorbé, c'est à quel point ces responsabilités consommaient agressivement la succession. Une fois superposées opérationnellement, il y a une différence entre une succession en difficulté et une succession avec presque aucune valeur protégée, restante sous la difficulté. Il croyait toujours qu'il traitait de la première catégorie. La juge Carroll a poursuivi, cette audience ne finalise pas la disposition des créanciers ni la clôture de la succession. L'objet d'aujourd'hui se limite à établir si le cadre de transfert proposé peut se poursuivre sous réserve d'un examen continu, de la supervision d'un tuteur et d'une administration légale. Cela importait aussi parce que des audiences comme celle-ci se déroulent souvent par étapes. Reconnaissance préliminaire d'abord. Examen administratif ensuite, réconciliation complète des créanciers et des actifs après. Rutherford croyait toujours qu'il y avait suffisamment de valeur dans les avoirs de Whitmore pour justifier de continuer ce processus. La juge s'est tournée vers Oswald. Nous allons procéder à l'exécution des documents de transfert provisoire. Oswald a glissé le jeu de documents devant moi. J'ai pris le stylo. La première ligne de signature se trouvait sous la clause de reconnaissance volontaire du bénéficiaire. J'ai signé sans me presser, mon nom légal complet, délibérément et proprement, la même signature que j'avais utilisée sur les contrats qui avaient construit tout ce que je possédais. Réellement. Je pouvais sentir et si regarder ma main. Elle était légèrement penchée en avant sur sa chaise, manteau ivoire parfaitement arrangé, doigts croisés avec la composition prudente d'une femme qui avait répété ce moment à plusieurs reprises dans sa tête. Deuxième signature. Troisième. La pièce portait maintenant un silence très particulier. Le genre qui s'installe sur les gens qui croient que le résultat émotionnel a déjà été décidé et qui n'attendent plus que la paperasse pour l'officialiser. Je sentais la pièce penchée vers ici, vers Stellin, vers le récit que Rutherford avait passé des semaines à construire. Publiquement. J'ai signé la dernière ligne. Oswald a rassemblé les documents et a remis le dossier complet au banc. La juge Carroll a examiné les signatures, a paraphé la page de reconnaissance procédurale, puis a transmis les documents d'acceptation à Rutherford pour examen par la partie destinataire et examen de la contre-signature provisoire. Non pas une victoire finale, non pas un transfert achevé, mais une avancée procédurale formelle faisant progresser l'administration de la succession. Rutherford a pris le dossier avec confiance. Cette confiance importait plus que la vitesse n'aurait jamais pu l'être, car le problème n'a jamais été qu'il ait complètement ignoré les divulgations. Le problème était qu'il croyait que les divulgations décrivaient une détresse négociable attachée à des avoirs fondamentalement précieux. Il pensait toujours qu'il y avait quelque chose de substantiel sous les dommages qui valait la peine d'être protégé agressivement pour ses clients. J'ai posé le stylo. Derrière la barre, Stellin s'est légèrement déplacé sur son siège. Juste un petit ajustement. Après être resté immobile trop longtemps, Essie s'est tourné vers moi. Puis le sourire sur son visage n'était ni cruel, ni moqueur. C'était le sourire d'une femme qui croyait que des années d'incertitude avaient enfin basculé en sa faveur. Une femme qui avait parcouru 400 miles, engagé un avocat, s'était présentée devant les caméras,
avait placé son enfant au cœur d'un combat juridique public, et était arrivé au moment exact qu'elle avait imaginé. Justifier tout cela. Je l'ai regardé fixement, et pendant une seconde, juste j'ai vu quelque chose sous la confiance. Du soulagement, pas de la cupidité. Du soulagement. Cela a presque rendu les choses plus difficiles parce que quoi qu'elle soit d'autre, et si Collier croyait sincèrement que Whitmore lui avait laissé, à elle et à Stellin, quelque chose qui valait la peine de se battre. Elle ne comprenait pas encore que Whitmore avait laissé à tout le monde la même chose, une structure en ruine déguisée en sécurité. La juge Carroll a demandé à Rutherford de procéder à l'examen de l'accusé de réception avant la programmation du tuteur et les futures audiences administratives. Rutherford a de nouveau ouvert le dossier, cette fois plus lentement. Je l'ai observé parcourir les annexes supplémentaires, le séquençage des créanciers, les obligations collatérales croisées, les calculs d'exposition IRS, les évaluations immobilières par rapport aux soldes impayés. Son associé s'est penché à mi-parcours de la deuxième section. Le premier changement visible n'était pas la panique. C'était la concentration. Une concentration réelle, le genre qui remplace la performance de la salle d'audience au moment où un avocat réalise que les chiffres sous une affaire peuvent modifier entièrement la stratégie. Rutherford a tourné 2 pages en arrière, a relu quelque chose, n'a pris aucune note, et pour la première fois ce matin-là, j'ai vu son expression perdre une fraction de certitude. Très petite, à peine visible. Mais là, je me suis assise tranquillement sur ma chaise et n'ai rien dit du tout. Rutherford a ouvert le dossier avec la confiance maîtrisée d'un homme qui croyait entrer dans la phase administrative finale d'une victoire déjà assurée émotionnellement des semaines auparavant. Il a commencé par le cadre de transfert, le langage de reconnaissance biologique, la structure d'héritage provisoire, la planification de l'examen du tuteur, l'inventaire de la succession. Son stylo se déplaçait régulièrement dans les marges, prenant de petites notes de procédure. Pas les notes d'un homme découvrant un danger, mais d'un homme confirmant une structure qu'il s'attendait déjà à voir. À côté de lui, Essie était assise, les 2 mains soigneusement croisées sur la table. Le sourire d'avant s'était adouci, mais n'avait pas disparu. Il reposait tranquillement sur son visage maintenant. L'expression de quelqu'un qui approchait enfin de la fin d'un long chemin. Incertain. Derrière eux, Stellin était assis immobile dans sa veste pressée, regardant davantage le profil de sa mère que la salle d'audience elle-même. Rutherford a tourné la page. La section suivante décrivait les structures opérationnelles liées aux avoirs de l'entreprise de Whitmore. Matériel de succession standard. Il avançait plus vite maintenant, son stylo prenant toujours des notes, bien que moins qu'avant. Puis le stylo a ralenti, non pas brusquement, mais graduellement. Comme une voiture ralentit quand le conducteur a remarqué quelque chose devant, mais n'a pas encore entièrement accepté que le freinage puisse devenir nécessaire. Ses yeux ont reculé de 2 lignes, puis d'une page entière. Il a relu. Et s'il a remarqué immédiatement. J'ai vu le changement se produire d'abord dans ses épaules, une légère tension, presque invisible, à moins que vous ne fassiez déjà attention à son corps comme je le faisais. Rutherford a continué à lire. Les calendriers des créanciers sont apparus ensuite. 3 créances actives déjà officiellement déposées contre les entités commerciales liées à la succession. Soldes impayés attachés. Avocat 2. Dépôt listé. Posture de recouvrement résumée en langage clair. Son stylo a cessé de bouger. Il a tourné une autre page. Obligation de l'IRS. 22 mois de pénalités accumulées et d'exposition à la conformité différée. Le chiffre au bas de cette page a changé l'atmosphère de la salle d'audience sans qu'une seule personne ne parle. La pièce a changé. Non pas de manière dramatique, mais tranquillement.
Comme une chute de température. Le sourire de S.A. Complètement disparu maintenant. Non pas lentement. Instantanément remplacé par le vide prudent de quelqu'un essayant de comprendre si la panique est justifiée. Avant de la laisser affleurer publiquement. Rutherford a continué à lire les défauts de location d'équipement, les lignes de propriété dépassant la valeur. Évaluer, les actions des fournisseurs en attente, l'exposition collatérale. Croisée attachée aux actifs commerciaux hérités. J'ai observé sa posture changer. D'une fraction à la fois. Non pas incompétence, non pas stupidité, mais un calcul s'effondrant en temps réel. Il était entré dans cette procédure en croyant que la question principale était la quantité de valeur qui pouvait être sécurisée pour son client. Maintenant, il découvrait que la question la plus importante était de savoir si la succession possédait une valeur nette après administration. Puis il a atteint la section des registres publics certifiés. Recherche de dissolution de mariage juridiction par juridiction. Alabama, Ohio. Géorgie, Tennessee. Aucun dépôt, aucun divorce, aucune interruption que ce soit. Au mariage légal entre Whitmore et moi du début à la fin. Rutherford a cessé de lire. Le silence dans la salle d'audience a maintenant pris un poids réel. La juge Carroll l'observait attentivement, les mains croisées, non pas surprise. Juste en attente. Rutherford a de nouveau baissé les yeux sur les calendriers de dette. Puis est revenu au registre certifié, puis lentement vers ici. Elle a immédiatement cherché son visage, cherchant une porte, une explication, une version de cela qui se terminait encore par la sécurité au lieu de l'exposition. Mais Rutherford n'avait plus cette expression sur son visage. Pour la première fois depuis le début de cette procédure, il ressemblait à un avocat, recalculant le risque au lieu de rechercher un avantage. La juge Carroll a finalement parlé. Conseil, a-t-elle dit d'une voix égale, la partie destinataire demande-t-elle un temps d'examen supplémentaire avant la contre-signature et la recommandation de tuteur? C'était ça, la rampe de sortie. Rutherford n'a pas répondu. Immédiatement. Cette hésitation m'a tout dit parce que le problème n'était plus une incompréhension juridique. Le problème était l'élan procédural, les dépôts publics, les déclarations de presse, des semaines passées à affirmer agressivement des droits d'héritage avant que l'analyse complète des responsabilités ne soit achevée. Faire marche arrière maintenant n'effacerait rien de tout cela. À côté de lui, Essie a prononcé son nom doucement, pas fort. Pire que fort. Confus, Rutherford s'est penché vers elle et a dit quelque chose. De trop bas pour que je l'entende. Je me suis levé. Je n'ai rien ramassé parce que je n'avais rien apporté avec moi, sauf la décision déjà prise des jours auparavant. Je me suis penché vers Oswald. Merci, ai-je dit doucement. Puis, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers les portes de la salle d'audience à un rythme qui ne nécessitait aucune hâte. Derrière moi, j'ai entendu Essie prononcer le nom de Rutherford une deuxième fois, cette fois plus sèchement. Et en dessous, pour la première fois depuis son arrivée à Birmingham, j'ai entendu de la peur. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit directement du tribunal à mon bureau, pas à la maison, nulle part qui ne m'oblige à m'asseoir dans l'architecture d'une vie que je venais de clôturer officiellement. Mon bureau. Puis Facility Solutions. Le nom sur la porte vitrée dans la même écriture métallique brossée que j'ai choisi il y a des années parce que je voulais qu'il ressemble à quelque chose construit pour survivre. Je me suis garé à ma place habituelle, j'ai franchi l'entrée principale, j'ai hoché la tête à mon responsable des opérations à la réception sans m'arrêter. Puis je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assise. Le bureau était le même que celui où j'étais assise depuis 11 ans. Le même bureau où j'examinais les rapports trimestriels, négociais les contrats, signais les approbations de paie, élaborais les plans d'expansion comptés par compté sans raccourci et sans héritage m'y conduisant.
Le même bureau où j'avais passé des semaines à me préparer à sacrifier ma propre entreprise pour sauver celle de Whitmore qui s'effondrait avant de finalement comprendre ce que je protégeais. Réellement. Je me suis assise là, tranquillement, et j'ai laissé la pièce s'installer autour de moi. Quelque part à Birmingham, et si Collier commençait le long processus procédural de comprendre ce qui s'était réellement passé dans cette salle d'audience. Non pas émotionnellement, mais financièrement. L'administration des successions continuerait. Examen des créanciers. Supervision du tuteur, évaluation des actifs, rien de dramatique. Les conséquences réelles n'arrivent presque jamais de manière dramatique. Elles arrivent sous forme de lettres, de dépôts, de calendriers, de consultations, de projections révisées. Rutherford avait demandé un temps d'examen supplémentaire avant de contresigner l'acceptation finale. La juge Carroll a accordé un report limité pour l'évaluation du tuteur et l'analyse de la responsabilité avant que toute exécution de transfert irrévocable ne soit poursuivie. Mais les dégâts importants étaient déjà faits. Le récit public que Essie avait construit, celui de la veuve en deuil privé d'héritage, reposait maintenant directement à côté des calendriers de dette des dossiers du tribunal, du statut matrimonial invalide, de l'exposition à l'IRS, des privilèges et des actions des créanciers attachés aux diverses propriétés qu'elle avait publiquement revendiquées. L'élan s'était inversé, non pas parce que je l'avais embarrassé, mais parce que les papiers avaient finalement rattrapé la performance. Je n'ai pas pris plaisir à l'imaginer assise devant ces chiffres pour la première fois. J'ai simplement reconnu que cela se produisait et j'ai permis que cela reste à la distance qu'il méritait. J'ai pensé à Stellin à la place, un garçon de 6 ans en veste pressée, qui est resté silencieux face à des conséquences d'adultes qu'il n'avait pas créées et qu'il ne pouvait pas comprendre. Le tuteur Atlitem allait maintenant se placer au centre du processus exactement comme je l'avais prévu. Quelqu'un légalement obligé de séparer l'enfant des ambitions et des erreurs qui l'entouraient autant que possible. J'espérais qu'il le ferait. Il méritait au moins un adulte dans cette histoire dont la loyauté lui appartenait entièrement. J'ai ouvert mon sac et j'ai de nouveau sorti le relevé bancaire. Le petit compte, mon nom seulement, 11 ans intouché. Je l'ai étudié une fois de plus à la lumière de fin d'après-midi qui inondait mon bureau. Puis je l'ai placé soigneusement dans le tiroir supérieur et je l'ai fermé. Je ne savais toujours pas ce que cela signifiait. Peut-être que Whitmore l'avait ouvert pendant l'une des années où il avait pensé partir et n'avait pas pu. Peut-être pendant l'une des années où il savait qu'il échouait financièrement et voulait qu'une chose intouchée me soit laissée. Peut-être la culpabilité, peut-être l'amour. Peut-être les deux. Je n'avais plus besoin de la réponse assez désespérément pour me détruire en la cherchant. Certaines personnes meurent incomplètes. C'était la vérité de Whitmore puis. J'ai ouvert mon ordinateur portable. 3. Rendez-vous client la semaine prochaine. Un renouvellement de contrat pour le comté de Jefferson en attente depuis septembre. La proposition d'expansion dans le dossier marqué pour le trimestre prochain. 3 comtés supplémentaires déjà cartographiés financièrement et opérationnellement. 8 mois de retard se sont terminés aujourd'hui. Par la fenêtre de mon bureau, Birmingham continuait de vivre son vendredi après-midi sans comprendre ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. Le trafic circulait. Les téléphones sonnaient. Les contrats étaient signés. Les restaurants se remplissaient pour le dîner. La vie fait rarement une pause parce que votre mariage s'effondre publiquement. Mon téléphone a vibré une fois sur le bureau, puis de nouveau, probablement des journalistes cette fois, ou des rumeurs communautaires changeant enfin de direction après que les détails du dépôt au tribunal aient été rendus publics. J'ai posé le téléphone face contre terre. Whitmore a laissé derrière lui une dette déguisée en héritage et une version de lui-même que je ne démêlerai jamais. Complètement. S est venu à Birmingham en croyant que l'héritage signifiait
La sécurité. Rutherford est entré au tribunal en pensant que l'émotion pouvait l'emporter sur l'arithmétique. Tous cherchaient les apparences. J'ai regardé autour de mon bureau une dernière fois. Les contrats, les calendriers. L'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. Mon avocat a appelé ce que j'ai fait de stratégie. Peut-être qu'il avait raison. Mais assise là, derrière ce bureau, j'ai réalisé que la vérité la plus simple était celle-ci. J'ai finalement compris la différence entre posséder quelque chose et hériter simplement de son illusion.